Donc moi, je suis Audrey Barbier, je suis la chef de projet de Plimara. Et Marie-Laure Pinto, donc infirmière sur la plateforme Plémara. Donc l'objectif de cette réunion, c'est de vous présenter un petit peu nos actions depuis la création de Plimara et puis ensuite de pouvoir échanger et de nous adapter à vos besoins et à vos idées. Voilà. Donc on a déjà fait une réunion comme celle-ci en juin avec pas mal d'inscrits et au final peu de présents. Et puis bah, là, on a l'impression que c'est encore un petit peu la même chose. Je pense que c'est destiné essentiellement aux représentants associatifs qui sont pour la plupart bénévoles avec des contraintes d'agenda. Et donc on a essayé ce créneau en journée, mais bon, voilà, on comprend que c'est pas toujours facile de pouvoir se libérer. Pourtant, on avait des inscriptions plus nombreuses. Mais c'est pas grave, on renouvellera ces rendez-vous pour permettre à un maximum de personnes de nous connaître. Alors, je vais essayer de faire défiler les diapos. Ça marche. Vous voyez bien ma seconde diapo? Parfait. Oui. Donc, je vais vous présenter rapidement les maladies rares, l'organisation en France, mais vu, je pense que vous connaissez du coup déjà. Et puis, on fera un focus sur notre plateforme lilloise Plémara. Donc, les maladies rares, 3 millions de Français, une personne sur 20 concernée et 3 plans nationaux maladies rares qui sont, donc le troisième qui est en cours. Donc, un impact important. Le CHU de Lille, on est très concerné puisqu'on a 85 centres maladies rares. C'est dans ce contexte qu'on a créé, qu'on a répondu à l'appel à projet pour la création de Plémara. Donc, je ne vous refais pas les 3 plans successifs maladies rares. Le premier, pour rappel, il avait permis la création des centres de référence. Le second, la création des filières de maladies rares. Et le troisième, alors, il a permis la création des plateformes d'expertise maladies rares. Après, voilà, ça n'a pas permis que ça, bien sûr. Donc, comment on est organisé? Donc, en France, il y a 23 filières de santé qui sont nationales et qui sont spécialisées chacune sur une thématique ou un organe. Vous avez le début de la liste sur votre droite. Et donc, elles ont un rôle de coordination et elles permettent d'améliorer la lisibilité de la prise en charge des patients. Donc, ces filières, elles coordonnent des centres de référence, mais elles coordonnent également des centres de compétences, des associations de patients, des laboratoires de recherche. Elles ont vraiment un but, les filières, de créer du lien entre tous les acteurs maladies rares pour une pathologie donnée ou une thématique donnée. En dessous de ces filières, donc on a les centres de référence qui ont un rôle de recours, d'expertise, d'éducation, de recherche, également de coordination. Et encore un degré inférieur, au plus proche du domicile de patient, on a des centres de compétences qui sont là pour, en général, poser le diagnostic, accompagner le patient dans sa prise en charge et son suivi également avec un lien très proche avec les centres de référence. Voilà, ils travaillent en coordination, les centres de compétences et centres de référence. Donc, pour des cas particuliers, quand le centre de compétences n'est pas à même de suivre le patient, il peut faire appel à un centre de référence pour vraiment des cas très, très particuliers, très complexes. Mais en général, un centre de compétences est largement compétent pour suivre le patient qui est atteint d'une maladie rare. Donc, à côté de cette organisation qui est vraiment bien rodée maintenant depuis plusieurs années, on a les plateformes qui ont été créées. Donc, dans un premier temps, on a comment ça se fait? Oui. Dans un premier temps, on a 10 plateformes. Alors, ça c'est quoi? Oui. Donc, dans un premier temps, on a 10 plateformes qui ont été créées par un appel à projet il y a 2 ans. Et puis là, on a 9, alors peut-être que je me trompe dans les chiffres, mais je pense que c'est à peu près 9 plateformes qui nous ont rejoints là très récemment, mais je pense que le document n'est pas encore officialisé. Mais je pense que j'ai caché les diapos. Voilà. Elles doivent être masquées pour ne pas rentrer trop dans le détail. D'accord, ok. Voilà. Donc au total, on a 19 plateformes d'expertise maladies rares locales, comme celle de Plémara. Et alors, leur mission, c'est d'accompagner les centres localement
Donc au CHU, on a Plémara qui a une gestion locale, quelles que soient les pathologies. C'est ce qui fait vraiment la différence avec les filières qui, elles, sont nationales et qui accompagnent par thématique ou par organe les professionnels, les associations, enfin tous les acteurs maladies rares. Donc j'espère que j'ai été assez claire entre filière et plateforme, parce que c'est vraiment un point important. Les gens confondent, c'est vrai que c'est pas facile. Donc tous ces acteurs travaillent bien sûr en commun. Et donc au niveau régional, quand on a besoin d'une réponse, on peut s'adresser à la plateforme. Et la plateforme, si c'est vraiment spécifique, elle fait appel aux filières pour avoir, par exemple, des prises en charge particulières ou avec les professionnels, on travaille sur des guides de codage sur les maladies ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'on accompagne nos professionnels ici au CHU, on les voit, on les rencontre, c'est beaucoup plus simple. Et puis après, quand c'est vraiment spécifique, on fait appel aux filières qui ont un degré de connaissance beaucoup plus pointu sur chacune des pathologies. Voilà, donc notre équipe, on est coordonné par un médecin référent en pédiatrie, le professeur Gautran, et un médecin référent adulte, le professeur Achula. On a dans l'équipe une assistante de prescription génomique, puisque certains d'entre vous le savent sans doute, il y a 2 plateformes d'analyse génomique qui ont été créées en France et on a la possibilité de soumettre des échantillons avec un process particulier. Donc, c'est notre assistante de prescription qui épaule les centres du CHU pour faire ces demandes d'analyse de génome sur ces plateformes de séquençage à haut débit. Et puis, on a ma collègue Marie-Laure qui est infirmière, on a oublié de le préciser, infirmière de recherche clinique. Voilà. C'est quand même très important. Elle a une maîtrise de la recherche clinique, des essais cliniques, et c'est elle qui accompagne les centres au quotidien pour compléter la base de données maladies rares qui s'appelle BAMARA. Et qui est obligatoire pour tous les centres maladies rares en France. Voilà. On a un poste de chargé de mission qui va être créé. Et puis, on a une assistante sociale qui avait rejoint notre équipe au tout début. Et puis, ça a été compliqué avec le Covid. Nos actions ont été interrompues et on n'avait pas suffisamment d'activités. Et puis, voilà, il y a plein de raisons qui font qu'elle nous a quittés. Et on a revu un petit peu, du coup, après discussion avec les centres et les associations de patients, on a revu un peu la fiche de poste. Et puis, on vient de lancer cette semaine le recrutement, toujours sur un temps plein. Et il nous a semblé intéressant de l'orienter sur des séances peut-être d'information collective. Peut-être une fois une session par semaine ou une session tous les 15 jours. On pensait qu'une session par semaine avec une récurrence, ça pourrait faciliter l'orientation des patients par les professionnels du CHU vers cette personne qui ne pourra pas voir tous les patients maladies rares de façon individuelle, mais pourquoi pas essayer de tester des séances d'information collective. Voilà, c'est notre idée sur ce nouveau profil de poste. Parce que finalement, on se rend compte que quand on fait des enquêtes, on a toujours les mêmes besoins, les mêmes questions. Comment remplir son dossier MDPH, quelles aides au quotidien, comment ça va se passer pour l'école. Donc, si elle peut faire un topo assez générique et le proposer régulièrement, on pense que ça pourrait être aidant pour tout le monde. Ça peut être aussi un premier contact pour après revoir les gens de façon individuelle. Voilà notre idée. Peut-être que vous pouvez nous faire part aussi de vos réflexions tout de suite et pas à la fin, parce que je pense que c'est peut-être mieux de rebondir tout de suite là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de cette organisation ? Alors, par contre, il faut remettre vos micros si vous parlez. Après, voilà, on pourra en discuter en fin de présentation. N'hésitez pas à me couper, à nous couper. C'est vrai que parfois, après, on garde les questions pour la fin et puis parfois, on les oublie, on ne sait plus dans quel contexte on avait pris des notes. Donc, ça ne me dérange pas si on est interrompu.
Donc, comment s'organise Plémara? Donc, on a un comité de pilotage qui se réunit tous les 2 mois, qui comprend la directrice maladies rares. Au CHU, on a la chance d'avoir une directrice qui est dédiée maladies rares. Alors, elle fait pas que ça, mais vraiment, elle connaît très bien le sujet et ça fait partie de ses missions. On a 2 référents médicaux, moi-même, la cadre gestionnaire, l'assistante de direction et des représentants associatifs, des représentants aussi de centres de référence. Donc, c'est vraiment un comité qui se réunit pour définir les grandes orientations, les stratégies, qui définit les missions. Voilà. Et on a un autre comité qui est le comité consultatif qui se réunit 2 fois par an. Et lui propose des grandes orientations stratégiques. Donc, il réunit les membres du comité de pilotage et en plus, on inclut 2 représentants de centres de compétences, un représentant des professions paramédicales pour faire le lien avec ces professions spécifiques, un représentant de la médecine de ville et un représentant des structures de recherche. Donc, les missions qui ont été priorisées pour débuter notre action de la plateforme, on a choisi d'améliorer la visibilité des maladies rares, de faire un guichet unique pour orienter les patients de la région et de fournir une aide accessible à l'ensemble des acteurs. Alors, on a d'abord priorisé les contacts avec les professionnels de l'hôpital parce qu'on était sur place, on était en pleine crise Covid et c'était les personnes les plus faciles à joindre et à assister. Et voilà, les premiers contacts étaient les plus faciles avec ces professionnels ici présents sur le CHU. Et puis ensuite, on s'est ouvert aux associations. Donc, même si on vous avait déjà sollicité en amont de la création de la plateforme, on a refait donc un webinaire pour présenter nos missions. On a revu notre listing association. On a rencontré la maison des usagers pour voir comment on pouvait officialiser les partenariats entre les associations et le CHU de Lille. Donc ça, c'était au printemps dernier et on a fait aussi une enquête sur les besoins associatifs qui a été diffusée cet été. Et nos projets par la suite, c'est de développer plus les réseaux en périphérie de l'hôpital, c'est-à-dire le conseil de l'ordre, des médecins, des structures comme la maison des aidants, des choses comme ça. On a déjà pris des contacts avec tous ces intervenants extérieurs, mais on espère pouvoir revenir et approfondir ces relations avec les partenaires extérieurs au CHU. Donc les partenaires extérieurs au CHU, on a aussi au niveau national la Fondation Maladies Rares, l'Alliance Maladies Rares. Finalement sur cette diapo, voilà, Maladies Rares Info Service qui ont déjà organisé un webinaire avec nous pour présenter leur service. Voilà, ça sur cette diapo, c'est un petit peu tous les acteurs qu'on a pu identifier avec lesquels on doit travailler. Au niveau des réalisations, donc par rapport aux réalisations, donc on a fait un support par rapport au centre maladies rares. Donc j'interviens aussi pour aider les centres au niveau de la saisie, donc sur les centres de compétences qui sollicitent mon aide. On a fait quelques rencontres, donc la MDPH, Maladies Rares Info Service, Alliance Maladies Rares, la Maison des Usagers, donc c'est ce que tu disais Audrey, l'UTEP et le Conseil de l'Ordre des médecins. On a fait quelques webinaires, donc je ne sais pas si vous en avez eu connaissance. Donc un webinaire, donc l'annonce de la maladie qui a été réalisé au cours de la journée des JMR, présenté par monsieur Laubry, donc présentateur de WEO. On a eu au niveau du Covid maladies rares et vie quotidienne au mois de mars. Et la rencontre des partenaires engagés dans la prise en charge des maladies rares, donc c'est ce qu'on vous disait, l'Alliance Maladies Rares Info Service et la Fondation Maladies Rares qui ont pu présenter un peu leurs actions et présenter justement leurs services. Notre webinaire du mois de juin, donc à la découverte de Plémara, donc pareil, je ne sais pas si vous en aviez eu connaissance ou vous n'étiez peut-être pas disponible à ce moment-là. C'est pour ça qu'on s'était décidé de refaire une session. On a eu quand même pas mal d'associations connectées, mais on s'était dit, bon, sur le nombre d'associations, on n'a forcément pas eu tout le monde. Et dernièrement, on a fait la révolution génétique pour les maladies rares au mois d'octobre. On a fait également deux newsletters. La prochaine newsletter paraîtra, on pense, au courant décembre.
On a aussi donc mené une enquête des besoins concernant les centres de référence et de compétences sur le CHU de Lille et auprès des associations afin de connaître justement ce que tout le monde attendait de la plateforme, quelles étaient vos attentes. Voilà. Les événements à venir, donc on prévoit quelques webconférences. Pour l'instant, une webconférence sur les maladies rares du foie. Voilà, on n'est pas encore fixé, ce sera premier trimestre 2022. L'organisation est en cours pour les intervenants et les thèmes qui seront discutés. Donc, on se permettra de vous envoyer justement les notifications si vous êtes intéressés. On a la JMR, donc la Journée internationale des maladies rares, qui est en projet, donc quelques projets en cours, projet de concert et illumination des monuments lillois. Donc l'organisation n'est pas encore tout à fait déterminée. Il y a eu quelques rebondissements, voilà, par rapport, c'est vrai que par rapport au Covid, les bâtiments, la réservation, voilà. Peut-être on peut quand même vous donner l'état des lieux à ce jour. Donc on a l'Orchestre symphonique européen qui a proposé d'organiser un concert, d'autofinancer un concert qui pourrait avoir lieu le dimanche 20 février après-midi au Nouveau Siècle. On a besoin donc d'avoir la gratuité du Nouveau Siècle, hein, puisque nous, Plémara, on n'a pas de budget pour organiser ce genre de choses. Donc, on a écrit, le directeur général du CHU et puis le référent médical de Plémara ont écrit à Xavier Bertrand, qui est en fait qui a la possibilité de nous offrir cette gratuité, et donc on attend une réponse. Donc on est vraiment conditionné à cette gratuité du Nouveau Siècle. On a mis une option dans les agendas, le planning de la salle. On sait que cette salle est disponible à cette date, donc voilà, c'est juste un problème financier. L'idée, c'était de faire un concert et suivi d'une table ronde sur les maladies rares. On a évoqué la thématique des aidants lors d'une réunion ici en interne au CHU. Voilà, donc on pourrait également faire une expo photo dans le hall du Nouveau Siècle. Donc c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et on va tout faire pour pouvoir le réaliser. Donc ce serait le 20 février, c'était la seule dispo du Nouveau Siècle, sachant que la journée internationale normalement c'est le 28 février. Donc le 28 février c'est un lundi. Et on est en train de travailler avec l'Alliance Maladies Rares pour obtenir l'autorisation de la mairie de Lille pour illuminer des bâtiments au centre-ville aux couleurs du Rare Disease, donc de la Journée internationale des maladies rares. Ça a été fait l'année dernière, donc je pense qu'on devrait avoir la possibilité de le faire cette année. Du coup, l'idée, c'est au pied d'un des bâtiments en centre-ville de pouvoir faire une chaîne humaine avec une fanfare et enfin un moment de convivialité. Voilà. Donc pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, on avait l'habitude de travailler avec la mairie de Lille sur cette journée et de faire un partenariat dans le cadre de Lille Neige à la gare Saint-Sauveur. Et cette année, le hall de la gare Saint-Sauveur est en travaux. Donc, on pourra pas faire un village maladies rares comme on faisait habituellement. Et donc, on est obligé de réfléchir à un format différent. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur l'état actuel des choses. Ça change tous les jours, hein. Vendredi dernier, on était encore sur ce village. Et puis, on a appris que les travaux allaient débuter, qu'il y aurait un échafaudage. Donc, voilà. Donc, depuis vendredi, on a dû se réadapter. La plateforme accompagne également les centres de compétences, donc souhaitant être labellisés en centre de référence. Donc, sachant que la prochaine campagne de labellisation donc, est en mai 2022, donc on y approche. Il y a un projet aussi de tenue de stand dans les bâtiments du CHU pour présenter la plateforme donc, aux patients, aux professionnels aussi qui n'auraient pas eu l'occasion d'avoir connaissance de la plateforme. Et c'est ce que disait Audrey tout à l'heure, donc les sessions d'information collective organisées par l'assistante de Plémara. Donc ça, ce sera en projet également. Je m'aperçois qu'on a
Pardon, on a aussi oublié, donc dans le même état d'esprit que la tenue de stand, en fait, on s'est dit qu'on n'était pas visible. Donc, on a ce projet de site internet qui doit être intégré dans le site internet du CHU. Et du coup, c'est assez compliqué parce qu'il faut qu'on trouve l'endroit où on va pouvoir se greffer. Donc, on est en cours de discussion, mais pour l'instant, ils voulaient mettre Plémara sur le site au niveau de prendre rendez-vous pour une consultation. Donc, on essaye de leur expliquer que c'est pas là qu'il faut nous mettre. Voilà. Oui, on va... Donc, mais on est conscient qu'on n'a pas de visibilité. Et donc, ce qu'on a proposé, on a une réunion, justement la réunion du comité consultatif vendredi dernier, et les acteurs ont proposé qu'on tienne déjà des stands dans les bâtiments du CHU pour présenter au moins aux professionnels et aux patients qui passent par là la plateforme en attendant cette visibilité sur le site du CHU. Bon. Ah, pardon, il y a Madame Van de Castel qui avait levé la main. Oui, j'avais une petite question sur les sessions d'information organisées par l'assistance sociale. Comment vous comptez toucher, entre guillemets, en fait, les patients ou les familles parce que c'est toujours le plus compliqué finalement. Parce que vous n'êtes pas, si je comprends bien, parce que je ne suis pas sûre d'avoir encore tout compris, mais vous n'êtes pas finalement en lien direct avec les patients, c'est pas vous qui les voyez en consultation? Mais c'est ce que disait Audrey tout à l'heure. En fait, ce sont les centres ou les médecins qui vont nous proposer, je pense, des patients. Donc ça, ce sera à nous à faire l'information auprès des centres, des médecins, en disant, voilà, si vous avez un patient qui nécessite une aide, justement, il y aura des sessions d'information tel jour, voilà, des jours fixes, c'est ça le but. L'idée, c'était de définir vraiment un créneau pour que tous les médecins sachent, par exemple, que le mercredi à 14 h, il y a une session. Comme ça, en moins, si c'est récurrent, c'est plus facile de communiquer autour de ça. Voilà. Après, on pourra aussi faire le relais pour toutes les associations partenaires de la plateforme dans notre newsletter et rappeler, et puis dans notre site internet, quand on aura ce site internet. Exactement. Voilà. Ou on a quand même une collaboration étroite avec le service de communication du CHU, donc on peut aussi diffuser peut-être, s'ils sont d'accord, avec la page Facebook du CHU. Oui, c'est ça. Okay. C'était juste une petite question. Ah oui, c'est très bien. Non, mais c'est très bien. Alors, que peut-on vous apporter? Donc, cette newsletter qui peut être... donc, elle est commune au centre du CHU et aux associations. On a trouvé que c'était plus intéressant d'avoir une newsletter commune. Voilà, je pense que toutes les informations sont intéressantes, que ce soit pour les professionnels ou pour les associations. Ces webinaires d'information, donc on a des thématiques particulières comme sur la génétique. Voilà, on aura une thématique donc sur le foie. On prévoit aussi une thématique sur avec la MDPH. Donc ça, voilà, ce sont des choses qui nous ont été remontées via les questionnaires auprès des associations. Donc, on pense que voilà, ce sont des thématiques qui seront intéressantes à porter prochainement. Orienter les patients, donc c'est pareil. On a eu des médecins qui nous ont orienté des patients en vue de les orienter au sein du CHU vers le bon centre de référence ou de compétences. On a eu des contacts patients aussi, justement, en vue de cette orientation. Donc, n'hésitez pas si vous avez des patients qui changent de région, qui n'ont plus forcément de référent, on peut les orienter à trouver justement le bon médecin dans le bon centre de référence ou de compétences. Et enfin, il y a la maison des usagers. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous ou les contacter. Quand je vous enverrai donc le diaporama, il y aura le lien direct si vous voulez les contacter, être partenaire également de la maison des usagers. Ça peut être aussi un moyen d'avoir des informations au niveau du CHU de Lille. Enfin, donc on vous a remis un petit peu un récapitulatif de nos coordonnées, donc téléphone. Donc c'est une ligne directe, vous tomberez directement sur nous. Ensuite, le mail et puis la hotline. On trouvait que c'était intéressant aussi de vous la redonner pour si vous avez besoin de la communiquer aux patients, à la Dirard Info Service. Pour des questions peut-être plus génériques ou générales. Voilà, c'est Maladie Rare Info Service. Bon, je pense que la plupart d'entre vous connaissez cette ligne et c'est vrai que
nous, on a ce degré d'information au niveau régional, Voilà. mais Maladies Rares Info Service, pour des questions plus générales, ils sont bien sûr une porte d'entrée à privilégier, puisque c'est des professionnels qui sont formés, nous aussi, bien sûr, mais c'est des professionnels qui ont l'habitude de répondre à toutes ces problématiques maladies rares qui ne sont pas spécifiques à notre région. Voilà, on ne veut pas rentrer. Voilà, on travaille en partenariat avec eux et chacun doit répartir. Les missions doivent être réparties entre Plémara au niveau régional et Maladies Rares Info Service qui apporte le support au niveau national. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a terminé notre petite présentation, donc. Moi, bien, merci. Moi, j'aurais éventuellement une question dans l'autre sens. Donc, moi, je travaille à la Maison des Aidants. Est-ce que votre équipe, enfin, donc Plémara, vous êtes bien au fait de tout ce que nos structures proposent, les plateformes de répit? Alors, c'est vrai que c'était plus notre collègue assistant social qui était en contact avec vous. Okay. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai peut-être pas toutes les données, mais, donc ça pourrait être intéressant aussi. On pourrait peut-être se faire un entretien avec vous, séparé de cette réunion d'aujourd'hui. Ouais, il y a peut-être même finalement, je me dis au niveau régional, je ne sais pas si vous avez l'information que toutes les plateformes des Hauts-de-France, elles sont fédérées en fait. Donc il y a même une chargée de mission de la Fédération des Hauts-de-France. Alors peut-être que je peux vous envoyer ses coordonnées à elle. Hein, oui. Ça peut peut-être être plutôt elle, votre interlocutrice à voir. Je vais vous envoyer ça à ce moment-là. Oui, ça pourrait être intéressant aussi, j'en sais rien, peut-être on verra, pour pouvoir communiquer aussi, soit via une newsletter ou on vous sollicitera peut-être, comme c'est Répit, on a aussi notre table ronde sur les aidants, je me dis, ça pourrait intervenir aussi, vous pourriez aussi intervenir à ce niveau-là? Bien sûr. Bien sûr. Parce que le répit pour les aidants, c'est important. Ouais. Puis alors, il y a pas mal d'actualités quand même. Enfin, avec les aidants, il y en a tout le temps. Mais cette année, là, il y a aussi la création de plateformes de répit. Parce que nous, on est plutôt des plateformes de répit gérontologie plutôt. D'accord. Plutôt pour les aidants dont le proche est âgé de plus de 60 ans. Là, à partir de maintenant, il va y avoir des plateformes de répit plus handicap. D'accord, ah oui, c'est bien, c'est intéressant, oui. Donc ça s'étoffe et donc il va y avoir en même temps de plus en plus d'interlocuteurs, donc aussi de quoi se perdre, quoi. Oui, ce serait bien, oui, qu'on puisse contacter, cette personne, qu'on puisse, même au niveau du CHU, pouvoir diffuser l'information. C'est ça, ouais. Je vous envoie ça à ce moment-là. J'ai été récemment en contact avec une personne de la plateforme Eolis. Est-ce que vous travaillez en lien étroit avec ces gens? Alors, Eolis, en effet, ils ont plusieurs casquettes, mais on va dire que pour nous, c'est surtout le clic, enfin les travailleurs sociaux avec qui on peut travailler. Nous, dans nos équipes, on n'a pas de travailleurs sociaux, en fait. D'accord. Dès qu'il y a besoin d'accompagnement administratif, on oriente vers les clics. Et donc, notamment vers Eolis. Mais il y a pas, sur notre secteur, il n'y a pas que Eolis, en fait. Il y a plusieurs. Parce que c'est une personne qui m'avait contacté et qui devait revenir vers moi et du coup c'est assez récent, donc elle m'avait présenté un peu cette plateforme Eolis, mais on n'avait pas de rendez-vous, c'était juste un soir, j'ai décroché le téléphone, c'était assez informel. Et donc, elle me disait que justement, ils avaient aussi ce relais pour les personnes de plus de 60 ans et que leur mission était amenée à être élargie. Et c'est dans ce contexte qu'elle contactait Plémara, puisqu'elle avait identifié notre structure comme partenaire potentiel sur 2022 dans le cadre de l'élargissement de leur mission. Ouais. Alors, eux, c'est pas une plateforme de répit des aidants. Par contre, c'est plateforme dans le sens où ils sont un guichet d'information, d'orientation, mais même directement pour les usagers, en fait. C'est pas spécifique aidant, en fait. D'accord. De toute façon, dans tous les cas, oui, on pourra avoir justement
un panel plus large de tous ces intervenants. C'est super. On est vraiment dans cette phase-là où on commence à découvrir nos partenaires extérieurs au CHU. Mais oui. Et il y en a un paquet, ouais. Oui. Est-ce que quelqu'un avait une autre question? Je trouve que c'est déjà très bien que vous existez. Je me posais une question par rapport aux malades et aux médecins de ville, parce que du moment où les personnes savent qu'ils sont atteints d'une maladie rare et ils passent par rapport à une association, nous on se débrouille toujours pour trouver un interlocuteur. Mais tous ceux qui ne savent pas, il y a un problème d'errance diagnostique énorme dans les maladies rares. Disons, ils ne savent même pas qu'ils ont une maladie rare dans un domaine. Donc, comment vous pouvez apporter à ces personnes-là et aux médecins, aux généralistes qui ne savent pas non plus qu'il s'agit d'une maladie rare, comment votre plateforme en particulier peut améliorer le flux d'informations qui passe vers ces personnes-là. Alors, on est vraiment conscient de cette urgence. On en a rediscuté à notre comité vendredi. On avait eu un entretien avec le Conseil de l'Ordre des médecins en avril dernier. Suite à cet entretien, on leur avait fait un PowerPoint de présentation de Plémara qu'ils ont diffusé sur leur site. Et en fait, là, on vient de ressortir ce dossier, justement, et on a rédigé un article qui présente la plateforme et qui donne nos coordonnées. Et l'idée, c'est de le publier dans leur revue qui est publiée et distribuée dans les boîtes aux lettres de tous leurs médecins, de tous les médecins. Alors, je pense que c'est 2-3 fois par an. Donc, l'article est prêt. Je pense que ça ne sera pas diffusé là pour le prochain journal qui sera certainement en fin d'année. Mais j'attendais une validation. Donc, j'ai ressorti ce dossier qui manquait juste d'une validation et qui est prêt depuis le mois d'août. C'est un peu dommage. Après, voilà, on est une petite équipe et puis on fait comme on peut. On a aussi pas mal de référents. Donc, comme je vous disais, c'est bien. On a la directrice maladie rare, on a un référent pour les adultes médicales, un référent pour les enfants. Mais bon, du coup, dès qu'on écrit quelque chose, il faut le faire valider par tout le monde. Donc, c'est resté en stand-by depuis cet été. Donc, l'article, je vais le faire valider. Je vais relancer cette validation. Et puis, l'idée, c'est qu'il soit publié dans ce journal. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais la revue, c'est une revue. C'est un petit fascicule qui est distribué à tous les médecins 2-3 fois par an. Donc, on avait eu l'accord du Conseil de l'Ordre pour faire ce relais. Et je pense que les médecins, comme ils reçoivent ça en format papier, souvent ils le feuillettent. Et si on a un gros logo Plémara, bon, peut-être que ça va attirer l'œil et ce sera une porte d'entrée. Après, finalement, on a peut-être bien fait de ne pas le diffuser, sans le faire exprès, on a peut-être bien fait de ne pas le diffuser trop vite. Si on peut, de façon simultanée, avoir au moins une page sur le site internet du CHU qui reprend l'ensemble des centres maladies rares, ça c'est un petit peu notre combat là en ce moment, c'est vraiment qu'on puisse avoir chacun des 85 centres qui soit listé pour faciliter justement l'orientation des patients, que le médecin généraliste puisse aller sur le site et puis voir un petit peu ce qui se passe au CHU. Après, je pense que c'est tellement compliqué qu'il appellera la ligne directe Plémara et puis on l'orientera nous-mêmes. On a eu le cas justement d'un patient comme ça, un peu en errance diagnostique. Donc nous, notre attitude, ça a été de savoir un petit peu de cibler un peu le problème médical, les investigations qui avaient été faites. Et c'est vrai que j'ai remonté de ce fait auprès du professeur Achula, qui a du coup entamé les démarches pour orienter ce patient. Voilà, nous c'est un peu, voilà, si c'est un enfant, on oriente vers le professeur Bautran. Moi, c'est ma conduite à tenir et on essaye toujours de bien cibler et voir si c'est vraiment une maladie rare, parce que des fois, bon, les patients cherchent tout simplement. Mais dans tous les cas, on essaye, si on a un appel de patient, maladie rare ou non, on essaye quand même d'aider la personne. Voilà, dans tous les cas. Oui.
Le problème, c'est que ça doit être connu. Et donc, pour être connu, il faut faire du bruit. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il faut frapper sur tous les médias et, je sais pas, La Voix du Nord, Radio, Télé, FR3. L'année dernière, c'est vrai qu'on l'a pas mis dans nos réalisations, mais l'année dernière, on avait présenté la plateforme sur le plateau de WEO, la chaîne régionale. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que la plateforme Eolis a pris contact avec nous. Elle se souvenait avoir vu l'intervention de Plémara sur WEO. Là, l'idée qu'on a avec le concert et la table ronde pour la Journée internationale des maladies rares, c'est de faire un relais via WEO et on espère que du coup, ça puisse amener d'autres médias et qu'on puisse se faire connaître comme ça. Il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, dans le cadre de la journée maladies rares, il y a 2 ans, je pense, quand on faisait le village maladies rares à Saint-Sauveur, on avait eu aussi un article dans La Voix du Nord. Donc c'est vrai qu'en créant des événements, ça nous permet aussi d'être connus. On a, au niveau des médecins généralistes, ils ont le congrès de la médecine générale qui a lieu, je crois que c'est la semaine prochaine ou dans 15 jours. Je crois que c'est à l'île Grand Palais. Et donc, nous, on n'est pas présents parce que c'est un congrès national, mais on a un stand des filières de santé maladies rares, donc qui est là pour informer les médecins généralistes. Et donc, les filières, elles ont aussi les filières maladies rares, elles ont un partenariat avec, je crois que ça s'appelle le CMG, le Conseil de médecine générale. Enfin, il y a un partenariat qui est déjà créé depuis un an ou 2. Donc, entre les filières et le conseil de médecine générale, voilà. Parce que finalement, c'est vrai que je pense que voilà, les filières avaient déjà engagé cette démarche et c'est pas forcément nécessaire qu'on réengage une démarche similaire au niveau de la plateforme. Peut-être que nous, il vaut mieux se faire connaître auprès des médias locaux et puis utiliser d'autres leviers au niveau régional. Et j'avais une autre question. Il y a je pense, on est aujourd'hui, je pense, à peu près 7000 différentes maladies rares connues et il y a encore un paquet qui n'est pas encore très bien identifié. Donc c'est un peu ambitieux, je veux dire, nous on s'occupe de tout et on saura trouver le bon médecin au niveau local. Est-ce que vous avez aussi quelque part un lien avec les réseaux de référence qui se sont créés au niveau européen, les ERN, qui sont l'équivalent au niveau international des différentes filières? Alors, du coup, ça, c'est vrai que les ERN, ils sont par thématique, par maladie. Et donc, c'est plus les filières qui ont ces liens avec les ERN. Mais comme Plémara a des liens avec la filière, bon, finalement, on a indirectement des liens avec les ERN. Mais c'est pas... voilà, c'est nous, notre premier contact, c'est la filière et c'est la filière qui a contact avec l'Europe. Voilà. D'accord. Ils travaillent étroitement ensemble. Par contre, en vous entendant parler, je me disais qu'il existe aussi des associations pour les patients sans diagnostic. Et il faudrait peut-être qu'on creuse le sujet. Je ne sais pas, je pense qu'il doit... J'ai essayé de les contacter justement. Bon, j'ai pas eu de retour pour l'instant, mais c'était intéressant aussi de pouvoir orienter au cas où ces patients vers cette association qui pourrait également les aider. Mais bon, j'ai pas eu de retour. On essaye de tisser un peu des liens et voilà. Moi, en tout cas, je trouve ça très intéressant, ce que vous proposez. Et puis, je retiens le fait surtout que vous puissiez orienter les patients vers les bons centres de référence. Parce que c'est vrai qu'on en connaît des centres de référence, mais je ne connais pas tous les centres de référence même du CHR. Et en tout cas, à l'équipe Pôle Handicap Rare, on est quand même régulièrement confronté à des patients où effectivement, il y a eu un maladie posée, mais la vie a fait que finalement, à ce jour, ils n'ont plus aucun suivi médical et ils sont en recherche de reprendre un suivi. Si je ne me trompe pas, je peux les orienter vers votre plateforme pour
orienter vers le bon service et le bon médecin. Exactement. Oui, n'hésitez pas. Si des patients, voilà, comme vous dites, ont rompu un peu leur suivi et qui cherchent vraiment un suivi particulier et puis soutenu, oui, on pourra les orienter sans souci. Donc, mail, téléphone, sans problème. Super. On a eu le cas il y a 15 jours d'une personne qui justement était suivie, avait eu un problème dans l'enfance et là, elle n'était plus vraiment suivie chez les adultes. Bon, elle n'était pas satisfaite non plus du médecin qui la suivait. Donc, bon, on a contacté nous, le médecin, et puis on essaye de faire le lien et de voir si c'est vraiment le bon médecin qui le suit, parce que finalement, c'est vrai qu'il y a quelques années, on n'était pas organisé de cette façon-là. Donc, peut-être que maintenant, on a un référent pour sa pathologie. Donc, on essaye d'approfondir le sujet. Bon, peut-être que c'est simplement une personne lambda qui n'est pas contente, comme tout le monde peut ne pas être content de son médecin. Donc, mais peut-être que derrière, il y a quand même une problématique et il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, pour l'instant, on a la chance d'avoir un peu de temps et de prendre les cas, d'approfondir les situations de chacun. On a tout à fait le temps de faire ça pour le moment. Et puis on a Marie-Laure qui est infirmière et qui a cette notion médicale par rapport à un attaché de recherche clinique qui a plus cet aspect recherche. Elle a cette double casquette et c'est vraiment important pour l'orientation des patients et pour appréhender vers quel centre, vers quel médecin elle peut orienter les gens qui la sollicitent. J'ai une question. Là, on parle de la plateforme lilloise. Est-ce qu'il existe un maillage au niveau national pour ce type de plateforme sur toute la France ou pas? Ou si vous êtes en France Alors, en fait, c'est un petit peu comme au début, les filières, quand elles ont été créées, les filières maladies rares, elles étaient un petit peu toutes isolées et puis elles se sont dit, bah, tiens, on va se regrouper, on va essayer de travailler main dans la main. Et donc, on fait la même chose au niveau des plateformes. Donc, les 10 premières plateformes qui ont été créées, on a choisi de faire des réunions tous les 2 mois pour discuter de nos problématiques, de notre organisation. Donc c'est vraiment le début, c'est long parce qu'en plus on n'a pas la possibilité de se voir, donc ça c'est compliqué parce que 2 heures de réunion ça remplace pas une journée en présentiel où on peut bien sûr plus facilement échanger. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait moi j'ai une double casquette, je coordonne également une filière depuis 2015, une filière sur les maladies rares abdominothoraciques nationale. Donc j'ai connu tout ce développement au niveau des filières et j'amène du coup cette expérience au niveau régional pour le réseau des plateformes qui sont en train de se mettre en place. Et au début, quand mes collègues ont dit « mais on va faire un groupe de travail sur la transition enfant-adulte », je leur ai dit « mais attention, les filières travaillent déjà là-dessus depuis 5 ans, c'est peut-être pas la peine de refaire ça ». Et donc du coup, c'est vrai que ça permet d'orienter le groupe sur des sujets qui sont plus spécifiques à la région ou des sujets qui sont peut-être pourquoi pas nationaux, mais qui sont pas encore traités par les filières. Donc j'essaye de faire ce lien comme je peux entre les plateformes, les filières et entre toutes les plateformes au niveau national. Après, c'est vrai que les plateformes, elles se sont mises en place dans le contexte du Covid, donc c'est vraiment compliqué parce qu'on a aussi du personnel qu'on a eu du mal à recruter, qui sont arrivés mais qui n'avaient pas d'activité. Enfin, voilà, c'est pas simple, et puis bon, quand on a, comme là je vous disais, 19 plateformes qui sont labellisées, faire travailler ensemble 19 équipes, voilà, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais on y songe. Non, ma question c'était surtout, est-ce qu'on arrive à faire un maillage à peu près sans trop de trous au niveau national? Alors, bah oui, parce que on a, il y a quoi? Il y a même de l'outre-mer en plateforme, maladies rares qui commence aussi, mais alors, un peu dans chaque région. Après, on a, pour ne rien vous cacher, nous, quand on a déposé notre projet pour la plateforme Plémara, c'est la plateforme lilloise d'expertise maladies rares. L'appel à projet, il a été lancé de mémoire en août et il fallait répondre pour fin septembre. Enfin voilà, c'était très court, donc on n'a pas eu le temps de faire un maillage pour les
Hauts-de-France. Mais comme je vous ai indiqué, on est en train de rechercher un petit peu nos partenaires et je pense que dans nos partenaires, la suite logique, c'est le CHU d'Amiens et puis Rouen et Caen, pourquoi pas. Enfin, Amiens, c'est une évidence puisqu'on est vraiment très proche. Donc, pour l'instant, les patients des Hauts-de-France, on considère qu'ils font partie de notre plateforme puisqu'ils ne peuvent pas être attachés à une autre plateforme. Par contre, on n'a pas initié précisément des contacts avec tous les professionnels de tous ces hôpitaux de la grande région Hauts-de-France parce que bon, s'ils nous sollicitent, on répondra bien sûr, mais il y a aussi un côté politique et c'est plus à la direction du CHU d'engager ces démarches avec la direction de ces hôpitaux. Donc ça, c'est en dehors de mes compétences, mais c'est un projet qu'on a et qu'on n'a pas pu faire parce que vous imaginez qu'en un mois, on peut pas se mettre enfin 1 ou 2 mois pour répondre à un appel à projet. On peut pas construire un projet comme ça en interrégion. Et puis il faut penser que cet appel à projet, on n'a pas eu 1 million d'euros pour faire Plémara. On a des budgets qui sont restreints, une équipe restreinte, et donc l'idée c'était de tester sur l'île et puis après de s'étendre sur les Hauts-de-France. Donc c'est toujours l'idée. Voilà. Pour information, Bénédicte Bonte, donc notre assistante de prescription, est justement sur les 2 postes, donc elle est sur l'île et sur Amiens. Voilà, donc il y a déjà un peu cette... on commence aussi à se faire connaître via Bénédicte sur Amiens, puisque elle intervient auprès d'eux. Donc ça, c'est voilà, c'est une deuxième phase de contact. Donc, juste en résumé, du coup, on a d'abord contacté les médecins, on parle toujours des médecins, mais les professionnels du CHU. Dans un deuxième temps, les associations de patients. Dans un troisième temps, les partenaires vraiment très proches autour de l'île qui peuvent collaborer. Et puis, on a cette idée de développer des partenariats avec les CHU des Hauts-de-France. En projet, ça. Oui. Je pense qu'il faudra aussi de la visibilité pour les plateformes. C'est vrai que là, j'ai vu que certaines plateformes étaient en train aussi de créer leur site internet. Donc, je pense qu'à terme, chaque plateforme aura son site internet et ce sera facile de rentrer en contact avec elle. Peut-être qu'on trouvera un outil commun aussi. Par exemple, pour les filières, on s'est rendu compte que c'était bien de mettre toutes les filières sur un même site pour avoir une porte d'entrée. Mais après, comme je vous disais, les filières, c'est vraiment sur des thématiques particulières. Nous, comme on est au niveau régional, je pense que c'est plus judicieux d'être en lien avec notre hôpital. Mais je ne sais pas si c'est pertinent d'avoir un site qui regroupe toutes les plateformes. Je pense que voilà, ça me semble pas forcément nécessaire. Il vaut mieux qu'on soit relié à notre hôpital. Mais bon... si on me prouve le contraire, on va déjà travailler sur cet aspect avec notre hôpital et après on verra. Il y a Madame Lamarche qui nous a rejoint après qu'on ait fait un petit tour de table pour se présenter. Vous pouvez vous présenter rapidement, vous êtes? Moi, je suis... en fait, je suis... c'est monsieur, pardon. Je suis vice-président de l'association France Vascularite. D'accord. Et en fait, c'est une association nationale. Hein, je veux dire. D'accord. Oui, c'est parfait, oui. Et vous avez un représentant en région Hauts-de-France? Alors, en région Hauts-de-France, pas directement, non. Dans la Picardie, c'est moi, parce que je suis sur Compiègne. D'accord. Hein. Oui, donc c'est bon. Et, en fait, si on a des problèmes, enfin, disons, des interrogations avec des patients de Hauts-de-France, c'est sûr qu'on répond. Hein. Ok. Oui. Mais c'est pareil, on a aussi un visuel des centres de référence et de compétences sur Amiens. Donc si on a un patient qui est plus, plus en Picardie ou voilà, un peu plus excentré, on pourra aussi, si ça lui convient mieux Amiens, on a aussi les contacts au cas où. D'accord. Non mais j'ai bien noté de toute façon tous les coordonnées. Est-ce qu'on pourrait avoir une copie de la présentation? Oui, tout à fait. Pour avoir mémoire de cette réunion, quoi. Voilà, comme ça, vous pourrez diffuser au cas où, hein, sans souci. Déjà envoyé au président, qui est Raphaël Darbon, je ne sais pas si vous connaissez. Le président de l'association, c'est Raphaël Darbon. Raphaël Darbon, non, ça ne me parle pas, si vous pouvez. À ce moment-là, peut-être. Oui, pardon.
nous envoyer le contact, ce serait parfait. Oui, parce que en retour, je pourrais vous envoyer effectivement oui, s'il vous plaît. Les coordonnées de... En fait, il est basé, lui, il est sur Dijon, en fait. Hein. D'accord. C'est un petit village à côté de Dijon. D'accord. Oui, donc on vous enverra le PowerPoint et justement cet après-midi, je vous enverrai également un petit questionnaire de satisfaction d'évaluation de notre webinaire, comme ça, pour voilà, savoir un petit peu ce que vous pensez de notre intervention. Est-ce que vous avez, en nous écoutant, est-ce que vous avez d'autres idées qui vous viennent, d'autres orientations qu'on devrait développer, d'autres... Peut-être ça vous viendra après, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Ça va se faire en se créant, en fait. Hein, je veux dire, là, en fait, c'est l'idée générale qui est bonne, en fait. Hein, c'est de faire une plateforme centralisatrice, quoi. Alors, je vous cache pas que ça a été compliqué de se faire... j'allais dire de se faire intégrer au CHU, c'est pas péjoratif du tout, mais les gens se sont dit, ah, c'est encore une couche supplémentaire, on a déjà des centres de référence, on nous a mis des filières, maintenant on nous met une plateforme, bon. Donc c'est pour ça aussi qu'on a focalisé tous nos efforts sur les professionnels locaux pour se faire reconnaître et pour leur montrer que c'était nécessaire, parce que tant qu'on n'a pas fait nos preuves, pour eux, c'était pas nécessaire. Voilà. Et là, quand ils voient l'appel à projet pour la labellisation des centres de référence qui sera diffusé en mai prochain, ils commencent à nous envoyer un petit mail en disant « mais vous allez pouvoir nous aider, vous connaissez le dossier, vous savez ce qui va être demandé ?» Et là, bon, bah, on se rend compte que finalement, ils sont bien contents de nous trouver. Et quand le ministère leur dit il faut nous rendre, il faut saisir les patients atteints de maladies rares dans une base de données, c'est obligatoire, bon, ben, ils sont aussi bien contents de trouver Marie-Laure qui peut les former à ce logiciel et qui peut les accompagner pour les premiers patients. Elle saisit vraiment les premiers patients avec eux, elle les tient par la main et voilà. Donc, on a aussi des sujets, on n'en a pas parlé sur l'éducation thérapeutique du patient, où on s'est dit que finalement, il y avait des choses qui pouvaient être transversales à plusieurs centres et on pouvait peut-être mutualiser certaines sessions. Donc, on travaille là-dessus et c'est pareil, il y a des gens maintenant qui reviennent spontanément vers nous en disant « mais on pourrait peut-être se mettre autour d'une table et discuter comment on peut améliorer les choses et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ». Donc, voilà, ça commence à prendre. On a été très patients, on les a un petit peu chouchoutés, voilà, ça s'est fait tout doucement et je pense que là, ça commence à prendre. Voilà, ça commence à devenir intéressant. C'est vrai que c'était un petit peu décourageant. Marie-Laure était au bureau, elle me dit mais le téléphone sonne jamais. Alors si, pour la petite anecdote, il sonne pour le service qui était avant nous dans les locaux. Voilà. Mais voilà, après on ne demande pas une multitude d'appels, on essaye de gérer des situations et de faire ça de qualité et puis voilà, l'idée c'est d'avoir des bases solides et puis qu'après on puisse avancer. Voilà. Non, mais surtout que les associations ont pour mission effectivement d'orienter les patients. Et nous-mêmes, nous avons parfois des problèmes pour se connaître, les orientations. Hein, je veux dire. Oui. Ben voilà. Si vous, dans le cas où vous auriez un doute, n'hésitez pas à nous transmettre les coordonnées des patients qui puissent nous contacter et puis on verra. Il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas mentionné sur les diapos. Dans ce qu'on a fait, c'est aussi les personnes qui partent en retraite et qui, par exemple, manageaient un centre de référence ou de compétences. Donc, nous, on s'est rendu compte que des personnes avaient été mutées. Voilà, on a des centres qui changent de responsable. Et donc, il y a tout un dossier à faire quand il y a un changement de responsable au ministère pour que ce soit officialisé. Donc, ça fait aussi partie des missions qu'on a pu faire. Donc, c'est des campagnes de changement de responsable de centre et on est en lien étroit avec les associations parce qu'il faut souvent donner un avis associatif pour soutenir le dossier. Donc, on est vraiment acteur
sur le terrain entre le médecin, le nouveau médecin qui ne sait pas comment s'y prendre, qui connaît souvent pas sa filière de rattachement, alors que c'est la filière qui est censée déposer le dossier. Donc on fait vraiment le lien entre le médecin qui va s'adresser à la plateforme parce qu'il connaît pas la filière, et nous on réadresse à la filière. Est-ce que vous avez d'autres questions? Super. C'est parfait. On va vous, dans tous les cas, donc c'est ce que je vous disais, on vous enverra le diaporama et puis surtout notre petit questionnaire, si vous pouviez. Merci à vous. Merci pour cette présentation. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Ces échanges très fructueux. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, merci. Bonne journée, au revoir.